Bonjour, chers étudiants, et bienvenue à ce troisième TD qui porte sur le cycle des roches sédimentaires. Dans ce TD, on va avoir un certain nombre d'exercices portant sur la première partie du cycle des roches sédimentaires. Dans cette première vidéo du TD, on va voir les trois premiers exercices, et puis dans une deuxième vidéo, on va voir les exercices restants de ce TD numéro 3. Alors, exercice 1, la désagrégation mécanique. Donc, ce sont deux questions sur la désagrégation mécanique. A. Citer deux processus naturels de la désagrégation mécanique mettant en cause la température et expliquez-les. B. Citer deux processus naturels de la désagrégation mécanique mettant en cause l'eau, cette fois-ci, et expliquez-les. Avant de commencer à répondre à ces deux questions, faisons un petit rappel de cours sur la désagrégation mécanique. On sait qu'à l'affleurement, les roches saines présentent différents types de fissures. Des joints de stratification, par exemple, dans cette image, nous avons la stratification de roches sédimentaires en couches stratifiées. Donc, entre chaque strate, nous avons un joint de stratification qui est généralement une lacune de sédimentation. On n'a plus de sédimentation pendant un certain temps avant que les autres couches n'arrivent à se déposer. Donc, il y a toujours une limite entre deux strates. Cette limite est constituée soit par du vide, soit par des produits argileux, soit par... De toute façon, ce sont des plans de faiblesse. Ensuite, les plans de schistosité, donc certaines roches métamorphiques sont affectées par des plans parallèles suivant lesquels la roche se débite. C'est une roche saine, mais qui est affectée par des plans parallèles de faiblesse suivant lesquels la roche se fragmente. Les joints interminéraux, dans les roches cristallines entièrement cristallisées, nous avons des minéraux. Par exemple, ici, c'est un granit dans lequel nous avons un certain nombre de minéraux. On voit ici des feldspaths blancs, de la biotite, du quartz qui apparaît grisâtre mais qui est généralement incolore. Alors, entre ces différents minéraux, nous avons des joints entre les minéraux. Ce sont des plans de faiblesse suivant lesquels la roche se casse. Au sein du minéral lui-même, nous avons des plans de clivage. Ce sont des plans suivant lesquels le minéral se casse. Et sur ce minéral, nous voyons trois familles de plans de clivage. Une famille de plans de clivage, c'est une série de plans de faiblesse parallèles. Donc ici, nous avons des plans de clivage dans trois directions de l'espace. Donc, nous avons trois familles de plans de clivage. On peut avoir aussi des plans de faiblesse, des plans, des joints intergranulaires, par exemple dans des roches sédimentaires qui sont constituées par des grains, par exemple les grès. Au niveau des grains qui composent la roche, nous avons donc plusieurs grains qui sont liés par un ciment. Alors, au niveau de ces liaisons entre ces différents grains, ce sont des joints intergranulaires suivant lesquels la roche se casse. Donc, tout ça, ce sont des fissures qui sont présentes au sein de la roche mère, qui est une roche qui est saine, qui n'est pas encore altérée. Alors, c'est à partir de ces plans de faiblesse et c'est de ces joints que vont commencer les fissures lorsque la roche arrive à l'affleurement. La désagrégation mécanique commence à partir de ces fissures primaires qui se trouvent dans la roche saine. Elle les agrandit, les multiplie, les amplifie pour transformer la roche cohérente en un matériau rocheux de fragments anguleux de différentes tailles, allant du bloc de plusieurs décimètres au gravier de quelques centimètres. Plusieurs processus peuvent affecter la roche à l'affleurement pour multiplier, agrandir et amplifier ces fissures initiales qui se trouvent dans la roche. Ici, nous avons un affleurement d'une roche sédimentaire. On voit les plans de stratification, mais on voit à partir de ces plans de stratification, il y a des fissures qui vont individualiser des blocs de grande taille, de plusieurs décimètres. Et on voit juste à côté des fragments anguleux qui se sont détachés à partir de ce bloc, justement par la désagrégation mécanique. Des fragments anguleux qui peuvent avoir différents calibres, eux aussi, parce que les fissures, ils vont fracturer la roche en différents fragments qui sont généralement anguleux. Donc, c'est la désagrégation mécanique. Donc, il y a un certain nombre de processus qui affectent la roche et la fragmentent en un matériau
de fragments anguleux. Parmi ces processus, nous répondons à la question A. Citer deux processus naturels de la désagrégation mécanique mettant en cause la température et expliquez-les. Donc, la température ou bien les variations de la température, c'est un facteur qui peut causer une fragmentation de la roche. Alors, la thermoclastie, c'est le processus lié à la variation de la température. Donc, dans thermoclastique, c'est un terme où nous avons deux mots, thermo, température, et clastie, fragmentation. Donc, c'est la fragmentation de la roche provoquée par les seules variations de la température qui provoque une alternance de dilatation et de contraction des minéraux qui finissent par se disloquer sur les bordures des blocs. C'est un processus qui se produit beaucoup dans les milieux désertiques à cause de l'amplitude, la grande amplitude des variations thermiques. À l'affleurement, la roche subit les rayons solaires. Elle subit les variations de la température entre le jour et la nuit, entre les saisons. Alors, ces variations de la température au niveau minéral, c'est-à-dire au niveau des minéraux qui se trouvent sur la bordure de ces affleurements, de ces blocs qui affleurent, les minéraux se comportent différemment en fonction de ces températures. Alors, au niveau minéralogique, certains minéraux vont se dilater lorsque la température est élevée et lorsque la température est basse, ils vont se crisper et subir une contraction. Donc, cette variation de contraction, de dilatation répétée plusieurs fois selon le jour et la nuit et entre les saisons va finir par disloquer les minéraux qui vont se détacher sur le pourtour du bloc. Ainsi, des fragments se détachent de la surface du bloc, des grains monominéraux, des grains de un ou plusieurs minéraux qui vont se détacher. C'est ce qui fait que au niveau du bloc, nous avons une usure et un émoussage sur les bordures de ces blocs. Ces grains minéraux vont retomber et vont former une matrice sableuse qu'on appelle une arène. Et les blocs qui se détachent de l'affleurement vont tomber dans cette arène sableuse. Deuxième processus naturel qui met en jeu la température, cette fois-ci, il met en jeu la température, mais aussi la propriété de changement d'état de l'eau. C'est ce qu'on appelle la cryoclastie ou bien la gélifraction. C'est la fragmentation par l'alternance du gel et du dégel de l'eau liée aux variations de la température. L'eau en gelant augmente son volume de 9 à 10% et il exerce une pression sur les parois lorsqu'il s'infiltre dans la fissure et elle agrandit progressivement les fractures. À l'affleurement, une roche présente quelques fissures. L'eau en coulant va s'infiltrer, s'introduire dans ces fissures. Si la température descend en dessous de 0 degré Celsius, l'eau va geler, il va se transformer en glace. Or, lorsqu'il se transforme en glace, il augmente de volume. Donc, il va exercer une pression sur les parois dans la fissure dans laquelle il s'est infiltré et il va les agrandir. Il va agrandir ces fissures. Il va les agrandir, il va les multiplier, si bien que avec la répétition plusieurs fois de ce gel et dégel, la roche est pulvérisée, la roche est fragmentée par cette variation de volume de l'eau lorsqu'il gèle. Alors, ces fractures, ces fragmentations liées à la cryoclastie sont très caractéristiques parce que ce sont des fractures qui ne sont pas très évasées, elles sont étroites, mais elles sont profondes. Alors, pour ces deux questions, on vous demande de citer des processus, de les expliquer. Les schémas ne sont pas obligatoires, mais les illustrations sont toujours les bienvenues lorsqu'il s'agit d'expliquer des processus naturels. Deuxième question. Citez deux processus naturels de la désagrégation mécanique mettant en cause l'eau et expliquez-les. Premier processus mettant en cause l'eau, c'est l'hydroclastie. C'est une fragmentation qui affecte les roches qui connaissent d'importants changements de volume consécutifs aux variations de leur teneur en eau.
Les argilites, par exemple, et les marnes, ce sont des roches qui gonflent de volume lorsqu'ils sont imbibés d'eau. Cela se traduit par des gonflements et des rétractions lorsque l'eau s'évapore. La rétraction causée par l'évaporation de l'eau provoque la dessiccation et engendre un débitage en polygone. Une argilite, lorsqu'il est imbibé d'eau, c'est une roche qui est plastique. C'est une roche qu'on peut modeler. Mais lorsque l'eau s'évapore, cette argilite subit une dessiccation et engendre un débitage en polygone. Ce débitage, on peut même assister à un débitage par desquamation, des minces fragments incurvés sur la surface de cette argile dans laquelle l'eau s'est évaporée. Lorsqu'il y a une différenciation dans l'évaporation, l'eau s'est évaporée plus vite en surface qu'en profondeur. Les couches superficielles sont plus sèches que celles qui sont en profondeur. C'est ce qui fait que ces couches superficielles s'incurvent et se débitent par des minces fragments, des minces feuillets incurvés, qu'on appelle donc un débitage par desquamation. Deuxième processus qui met en cause l'eau, c'est l'alloclastie. Mais cette fois-ci, c'est l'eau en plus d'un autre élément qui est le sel. L'alloclastie est une fragmentation liée à la présence de sel sous forme de solution dans les eaux qui percolent les fissures des minéraux. L'évaporation intense de ces eaux génère une cristallisation rapide des sels qui, là aussi, comme l'a fait la glace, elle exerce des pressions sur les parois des fissures. Ces processus sont particulièrement efficaces dans les milieux très riches en sel comme les zones côtières ou dans les endroits où il y a une forte évaporation d'eau et des solutions salées, bien sûr, comme les milieux désertiques. Deuxième exercice, on va passer maintenant à l'altération chimique des roches. Le diagramme de Goldschmidt, figure jointe, montre le potentiel ionique des éléments chimiques les plus répandus dans les roches. Alors, dans la figure jointe, nous avons un diagramme avec comme axe des axes la charge Z, comme axe des ordonnées de rayons ioniques. Nous avons un certain nombre d'éléments chimiques, ce sont des cations qui sont éparpillés sur ce diagramme. De droite avec des indications, un rapport Z sur R égale à 3 et un rapport Z sur R égale à 10. Ces deux droites séparent trois zones dans lesquelles sont répartis ces différents cations. On nous demande qu'est-ce que c'est que le potentiel ionique, quels sont les groupes d'ions qu'on distingue selon le potentiel ionique, quels sont les processus nécessaires pour arracher ces différents cations à la roche-mère. Donnez les réactions pour chaque processus. Comme toujours, faisons un petit rappel du cours avant de répondre à ces questions. La désagrégation mécanique va préparer la roche à l'altération chimique. La multiplication et l'élargissement des fissures par la désagrégation mécanique augmentent les surfaces de contact entre le matériau rocheux et l'agent d'altération chimique, qui va apporter les véritables modifications qui vont transformer les roches cohérentes en matériaux meubles ou en solutions mobilisables par l'érosion. Donc, l'agent d'altération chimique principal, c'est l'eau. L'eau est le principal agent d'altération chimique. Son action chimique est liée à la structure de sa molécule et à la nature des éléments chimiques qu'il va altérer. Le deuxième agent d'altération chimique, c'est l'air. Mais comme les questions ne sont pas posées sur l'air, on ne va pas en discuter maintenant. L'action chimique de l'eau est liée à sa molécule. La molécule d'eau est composée par deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène qui sont liés de telle sorte que les deux atomes d'hydrogène forment avec les noyaux de l'oxygène un angle de 105 degrés, ce qui fait que la charge positive des ions hydrogène donne un pôle positif à la molécule d'eau, alors que le deuxième pôle qui lui est opposé est un pôle négatif, puisque l'oxygène est chargé négativement. Cette propriété permet à la molécule d'eau d'attaquer et d'arracher les éléments chimiques de la roche-mère. Mais c'est la nature de ces éléments chimiques des roches qui va conditionner le processus d'altération. Les processus d'altération des roches par l'eau sont la dissolution, l'hydratation ou l'hydrolyse.
Chaque élément se comporte différemment vis-à-vis de l'attaque chimique de l'eau. Le premier processus de l'altération par l'eau, c'est la dissolution. C'est le processus par lequel une roche ou un minéral subit une dissociation de ses molécules par un solvant, qui est ici l'eau, et forme un mélange homogène qu'on appelle une solution. Certains sels se dissolvent rapidement. Leurs cations sont facilement arrachés par le pôle négatif de la molécule d'eau et forment des solutions dans l'eau. Donc, un ou plusieurs atomes d'hydrogène s'attaquent par le pôle positif aux anions et l'arrachent à la roche, et d'autres atomes s'attaquent par le pôle négatif et arrachent les cations à la roche. Ce sont des éléments qui sont facilement solubles dans l'eau. L'hydratation, c'est le deuxième processus d'altération par l'eau. Il s'agit de l'incorporation de molécules d'eau dans certains minéraux. Ces molécules d'eau arrachent les cations solubles, comme les cations facilement solubles par dissolution, mais produisent un gonflement du minéral qui se transforme en un minéral hydraté. Les cations solubles seront libérés, mais les cations les plus résistants à l'altération sont de cette façon-là fragilisés et seront plus facilement attaqués par l'eau. Le minéral contient des éléments chimiques plus résistants, mais se transforme en un minéral plus fragile et plus facilement dégradable par la troisième action de l'eau, qui est l'hydrolyse. Par exemple, ici, le cas de la biotite. La biotite, lorsque est saine, c'est un minéral qui est brun en lumière polarisée au microscope, mais cette biotite, elle se transforme en chlorite verte lorsqu'elle s'hydrate. Et la chlorite verte est un minéral qui est moins résistant, beaucoup plus fragile à l'attaque de l'eau. L'hydrolyse, c'est le troisième processus d'altération des minéraux par l'eau. C'est une réaction d'un corps insoluble qui, en fixant des éléments de la molécule d'eau, donne un nouveau composé qui est soluble. C'est le principal processus qui induit par arrachement des cations l'effondrement des structures cristallines. Selon la réaction, cation C, c'est cation, ce n'est pas carbone, CN+, cation avec N valence, plus NH2O donne un hydroxyde, le cation avec le groupement OH de la molécule d'eau. Donc la molécule d'eau va se diviser, va subir une fracture et le groupement hydroxyle est associé au cation alors qu'il y a libération des hydrogènes. Une liaison assez forte s'établit entre le groupement OH de la molécule d'eau et le cation. Cette liaison facilite la dissociation de la molécule d'eau et la formation des hydroxydes. C'est l'hydrolyse. Les minéraux primaires des roches mères offrent une résistance variable à leur arrachement par l'eau de la roche mère. Ce qui fait varier cette résistance, c'est surtout leur composition chimique et surtout la solubilité des ions qui composent ces minéraux. C'est pourquoi on a subdivisé ces minéraux en fonction de leur potentiel ionique, qui est le rapport, leur charge ionique sur leur rayon ionique. On distingue donc trois groupes de cations selon leur potentiel ionique, selon ce rapport Z sur R. Lorsque Z sur R est inférieur à 3, c'est ce qu'on appelle les cations solubles. Ce sont de gros anions qui ont un gros rayon ionique et qui sont mono ou bivalents, donc faiblement chargés. Ce sont donc les cations solubles, sont facilement solubles. Le deuxième groupe, c'est lorsque le potentiel ionique est compris entre 3 et 10, c'est ce qu'on appelle les cations déshydrolysats. Ces éléments qui sont trivalents ou tétravalents et qui ont un rayon ionique moyen, assez élevé, ils s'altèrent par hydrolyse et forment des hydroxydes insolubles. Le troisième groupe de cations, ce sont des cations qui ont une charge élevée, mais un faible rayon ionique. Ils sont très petits. C'est ce qu'on appelle les oxyanions solubles. Lorsque leur potentiel ionique est supérieur à 10, ce sont ce qu'on appelle des anions complexes avec l'oxygène. Ces cations tétravalents, ils se lient avec l'oxygène de la molécule H2O et forment des anions complexes. On les appelle les oxyanions solubles.
Donc maintenant, on peut répondre aux questions du TD. Qu'est-ce que c'est que le potentiel ionique? C'est le rapport de la charge ionique Z et du rayon ionique R qui détermine le comportement des cations des minéraux vis-à-vis de l'eau, vis-à-vis de l'attaque par l'eau. Petit b, quels sont les groupes d'ions qu'on distingue selon le potentiel ionique? Donc, on distingue les cations solubles qui ont un Z sur R inférieur à 3. Ce sont de gros ions faiblement chargés et sont soit monovalents, soit bivalents, comme le sodium Na+, le potassium K+, le calcium Ca2+, le magnésium Fe2+, le fer Fe2+. Donc, ce sont des cations solubles, facilement arrachables par les molécules d'eau, subissent la dissolution. Les cations déshydrolysants, donc un Z sur R compris entre 3 et 10, ils forment avec l'eau des hydroxydes par hydrolyse. Ce sont des cations tri- ou tétravalents, comme le Fe3+, Al3+, le titanium, le manganèse. Et enfin, il y a les oxyanions solubles. Ce sont des cations au potentiel ionique élevé, supérieur à 10, qui forment avec l'oxygène des complexes anioniques. Ce sont le silicium, le phosphate, le soufre, le carbone. Ils sont tous tétravalents et ils ont un rayon ionique très faible. Ça, c'est la deuxième question, les groupes d'ions. Troisième question, c'est quels sont les processus nécessaires pour arracher ces différents cations à la roche-mère? Donnez les réactions pour chaque processus. Commençons par les cations solubles. Les cations solubles subissent la dissolution. Ce sont des cations basiques, Z sur R inférieur à 3, des cations mono ou bivalents. Leur faible charge attire le pôle négatif de la molécule d'eau. Ils sont facilement solubles par dissolution. Cn+, plus NH2O donne CnH2O N+. Les cations sont entraînés, ils resteront en solution jusqu'à des pH élevés. Donc, ces cations sont des bases qui élèvent le pH jusqu'à ce que la solution soit sursaturée en ces éléments et va provoquer leur précipitation ou leur cristallisation. C'est le cas du calcium qui conduit à la précipitation avec le groupement carbonate décalcaire, CaCO3, du magnésium pour les dolomies, MgCO3, du sodium avec le Cl- pour la cristallisation du sel, NaCl. Les cations déshydrolysants ou bien les hydroxydes insolubles. Ils subissent une hydrolyse partielle. Leurs charges ioniques sont plus fortes, mais leurs rayons ioniques sont moins élevés. Fe3+, Al3+, donc ce sont des cations trivalents ou tétravalents. L'eau agit par hydrolyse, la dissociation partielle de H2O en H+, et OH-. Une liaison assez forte s'établit entre le groupement OH- de la molécule d'eau et le cation. Cette liaison facilite la dissociation de la molécule d'eau et la formation des hydroxydes insolubles. AlOH3, FeOH3, SiOH4. Donc Cn plus NH2O donne COHN fois plus NH+. Donc ce sont des hydroxydes, mais ces hydroxydes sont insolubles. Ils sont libérés de la roche-mère, mais ils restent dans le profil. Ils ne sont pas évacués avec la solution. Les oxyanions ou bien les anions complexes, leur potentiel ionique est supérieur à 10. Ils subissent une hydrolyse totale, c'est-à-dire que la molécule d'eau est totalement cassée. Avec un potentiel ionique élevé et une surface fortement chargée, l'altération commence par une hydrolyse normale. Cn+, plus NH2O donne COHN, des hydroxydes plus NH+. Le cation de l'hydroxyde résultant, COHN, exerce une forte attraction sur l'oxygène O2- et provoque la rupture du groupement hydroxyle OH- et la libération de H+. Ces ions dissocient les hydrogènes H+, des molécules d'eau et s'associent avec les oxygènes. Donc COHN donne des hydroxydes plus libération hydroxyde qui devient anionique, moins, plus libération d'hydrogène. Puis le deuxième hydrogène est aussi chassé de la molécule et ainsi de suite. On reprend cette dernière réaction et on continue. De cette façon se forment des acides faibles dans la nature. Les ions soufre donnent des ions sulfate, SO4 2-. Les ions carbone donnent des carbonates, CO3 2-. Les ions phosphore donnent des phosphates, PO4 3-.
Donc, l'hydroxyde de soufre se transforme en groupement sulfate. L'hydroxyde de carbone se transforme en groupement carbonate. Et l'hydroxyde de phosphore se transforme en groupement phosphate. Nous arrivons au troisième exercice, dans lequel nous allons étudier l'altération du granit. Nous étudierons en particulier l'altération chimique par l'eau d'un des composants du granit qui est le feldspath potassique orthose. Le granit est composé de quartz, de feldspath potassique qui est l'orthose, de feldspath calco-sodique qui sont les plagioclases, de ferromagnésiens dont la biotite et parfois aussi de l'amphibole. En présence d'eau, l'orthose peut être décomposée de trois façons différentes selon l'intensité de l'altération. Petit a, 5 molécules d'orthose contenant du silicium, de l'aluminium, de l'oxygène et du potassium, plus 20 molécules d'eau, donne 2 yllites qui sont des minéraux argileux contenant du silicium, de l'aluminium, de l'oxygène et du potassium, plus un acide silicique, plus des sels solubles. Deuxième type d'altération de l'orthose, 5 molécules d'orthose plus 22 molécules d'eau donne une kaolinite qui est aussi un acide, aussi un minéral argileux contenant du silicium, de l'aluminium et de l'oxygène, à la différence de l'illite qui contient aussi du potassium, plus un acide silicique, plus des sels solubles. Dans la troisième réaction, de l'hydrolyse de l'orthose, une molécule d'orthose plus 8 molécules d'eau donne une gypsite, qui est ici un hydroxyde d'aluminium, plus 3 acides siliciques, plus des sels solubles. Ici, il n'y a pas de minéraux argileux. L'orthose se transforme directement en un hydroxyde d'aluminium. Les éléments chimiques donnés ici sont des indications sur les principaux cations et anions qui forment les minéraux. Ce n'est pas une composition chimique exacte des minéraux. Dans les trois types d'altération de l'orthose, on trouve des minéraux secondaires et des solutions. Dans les deux premières réactions, il y a des minéraux argileux, de l'illite dans la première et de la kaolinite dans la seconde. L'illite est un minéral argileux de type 2,1, c'est-à-dire c'est un minéral en feuillet, superposé, et chaque feuillet est composé par deux couches tétraédriques. Dans chaque tétraèdre, il y a un silicium qui est lié à 4 oxygènes. Ces oxygènes forment les sommets des tétraèdres. Et une couche octaédrique où chaque octaèdre est un aluminium qui est lié à 6 oxygènes qui forment des sommets de l'octaèdre. Parfois, l'oxygène est remplacé par le groupement OH ou bien le groupement hydroxyle. Donc, le feuillet de l'illite est formé par deux couches de tétraèdre et une couche d'octaèdre. Et les différents feuillets sont séparés par un espace interfoliaire. La kaolinite est un minéral argileux dont les feuillets superposés sont de type 1,1, c'est-à-dire ils sont formés par une couche de tétraèdre et une couche d'octaèdre. C'est un minéral qui est donc moins fourni en éléments chimiques et moins bien cristallisé. Dans la troisième réaction, le minéral secondaire est un hydroxyde d'aluminium. Ce n'est pas un argile, c'est un hydroxyde d'aluminium. Leur composition chimique, c'est AlOH3. Alors, dans les solutions pour les trois réactions, nous avons des acides siliciques. Ce sont des solutions acides de composés chimiques dont les molécules contiennent des atomes de silicium liés avec des oxygènes et ou bien avec des groupements hydroxyle, OH-. Alors, en fonction du nombre de ces atomes, on distingue différents types d'acides siliciques. C'est donc l'altération du minéral primaire qui est l'orthose, qui va hydrolyser le silicium et qui se recompose avec de l'oxygène ou bien des ions hydroxyle, c'est-à-dire une partie de la molécule d'eau, et se transforme en acide silicique. Donc ça, ce sont les acides siliciques. Les sels solubles
ce sont les potassiums qui sont libérés parce que ce sont des potassiums facilement solubles et qui donnent des solutions de sel solubles. Les questions. Comparer les quantités d'eau nécessaires pour hydrolyser une molécule d'orthose pour chacune des réactions ci-dessus. Comparer les différents produits obtenus dans chacune des réactions d'hydrolyse. Classer les trois réactions par ordre d'intensité de l'altération. Sous quel climat peuvent se produire les trois processus d'altération? Qu'est-ce qu'on en déduit? Donc, pour résoudre ou répondre à ces questions, il faut avoir bien retenu le cours sur l'altération chimique, notamment l'altération chimique selon les climats. Et selon ce schéma, qui montre l'épaisseur du manteau d'altération depuis les pôles jusqu'à l'équateur. Il montre aussi les minéraux secondaires présents dans le manteau d'altération, ici en légende. Ce manteau est presque inexistant dans la zone polaire et dans la ceinture désertique où il y a surtout la désagrégation mécanique qui s'y produit. Sous les climats tempérés, l'altération chimique produit des minéraux argileux de type 2,1, des filites de type 2,1, de leur nom les phyllosilicates, donc les minéraux argileux peuvent être appelés des filites de type 2,1. Et sous climat tropical, l'altération est beaucoup plus poussée. On a des filites de type 1,1. Sous climat équatorial, l'altération est encore plus poussée. On atteint le stade de gypsite pour les aluminosilicatés, c'est-à-dire des hydroxydes d'aluminium, ou des hydroxydes de fer pour les ferromagnésiens, qui donnent des hydroxydes de fer, la goethite. Ces différentes intensités et de profondeur de l'altération chimique prennent les noms de bisialitisation au niveau des climats tempérés, quand il s'agit de la production de filites de type 2,1. 2,1, donc deux silicium et un aluminium. Donc, ce qui veut dire que nous avons des minéraux argileux avec deux couches de tétraèdre contenant du silicium, bisialitisation, et une couche d'aluminium qui est la couche octaédrique. Sur le climat tropical, l'altération est la monosialitisation. Monosialitisation, ça veut dire la production de filites de type 1,1, un silicium ou bien une couche de tétraèdre contenant des silicium et un aluminium ou bien une couche de d'octaèdre contenant de l'aluminium. Sous climat équatorial, l'altération est encore beaucoup plus poussée, comme on le voit sur le manteau d'altération. Il peut atteindre une quarantaine de mètres, on les appelle les latérites, sous ce climat-là. Et l'altération est la ferralitisation. L'allitisation, lorsqu'il s'agit de la production de gypsite ou bien de l'hydroxyde d'aluminium, et de la ferralitisation lorsqu'il s'agit en plus de l'hydroxyde de la goethite, qui est l'hydroxyde de fer. En ce qui concerne l'orthose, sous la bisialitisation, l'orthose plus d'eau donne une argile de type 2,1 plus la silice amorphe. Alors la silice amorphe, c'est de la silice qui n'a pas cristallisé. C'est une silice qui n'a pas de forme, pas de cristaux, à partir de laquelle on va avoir les acides siliciques, plus les sels solubles. Sous le type d'altération, la monosialitisation, l'orthose se transforme en argile de type 1,1 plus la silice amorphe, plus la gypsite, lorsque l'altération est plus poussée, sur le sommet des manteaux d'altération, plus les sels solubles, la ferralitisation, quand on a de l'orthose qui se transforme en gypsite, mais lorsqu'on a un ferromagnésien, le ferromagnésien se transforme progressivement en goethite, qui est un hydroxyde de fer. Voilà un petit résumé sur quelques types d'altérations en fonction des climats et des produits d'altération chimique. Revenons aux questions du TD. J'ai réaffiché les trois réactions. La première question est comparer les quantités d'eau nécessaires pour hydrolyser une molécule d'orthose dans chacune des réactions ci-dessus.
Donc, la réaction 1, il faut 20 molécules d'eau pour hydrolyser 5 molécules d'orthose. Il faut donc 20 divisé par 5, 4 molécules d'eau pour altérer une molécule d'orthose par hydrolyse. On va faire la même chose pour la réaction 2. On procède de la même façon. Donc, 22 molécules d'eau qu'on divise par les 5 molécules d'orthose, on obtient 5,5 molécules d'eau. Donc, on doit avoir 10% d'eau de plus. Ici, nous avons 4 molécules d'eau. Nous avons ici 5,5, ce qui correspond à 10% d'eau de plus. Pour la réaction 3, nous avons 8 molécules d'eau pour une molécule d'orthose, ce qui correspond à 60% d'eau de plus que pour la première réaction et 45% de plus que pour la seconde réaction. Donc, plus il y a de l'eau, plus l'altération est poussée et plus l'altération est intense. Les trois réactions sont possibles et elles utilisent plus ou moins d'eau. Deuxième question, comparer la nature des différents produits obtenus dans chacune des trois réactions d'hydrolyse. Chacune des trois réactions d'hydrolyse produit un composé solide. Et dans les deux premières, nous avons des minéraux argileux. Dans la troisième, nous avons un hydroxyde d'aluminium. Et une solution de lessivage constituée par un acide silicique et des sels solubles qui sont évacués du profit d'altération. L'illite contient le silicium, l'aluminium et le potassium. Une partie du silicium, de l'orthose et du potassium sont évacués sous forme de solution. La kaolinite contient du silicium, de l'aluminium. Le potassium est complètement lessivé, on ne trouve pas de potassium dans la kaolinite. La gypsite contient seulement de l'aluminium. Le silicium et le potassium sont complètement lessivés. Lorsqu'on étudie les réactions d'altération, on parle surtout de cations et pas des anions comme l'oxygène. La troisième question, classer les trois réactions par ordre d'intensité de l'altération. Donc, c'est clair que lorsqu'on a des produits d'altération cristallisés, bien cristallisés, c'est une altération relativement moins intense par rapport à une altération qui donne un minéral moins fourni en éléments chimiques. Donc, l'hydrolyse est de plus en plus importante quand on considère successivement les trois réactions 1, 2 et 3. La troisième étant la plus intense. Les réactions d'altération dépendent donc de la quantité d'eau disponible sur le terrain. Donc, plus il y a de l'eau, plus l'altération est intense. Sous quel climat peuvent se produire les trois processus d'altération? Qu'est-ce qu'on en déduit? Donc, selon le résumé du cours qu'on a vu, le processus 1 se produit sous climat tempéré, le processus 2 sous climat tropical, le processus 3 sous climat équatorial. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit qu'en plus de la quantité d'eau, l'altération est d'autant plus importante que la température est élevée. Donc l'altération est d'autant plus poussée et le manteau d'altération d'autant plus épais qu'il y a plus d'eau et que la température est plus élevée. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo de ce TD numéro 3. Je vous remercie.